bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis Madame Renard, la directrice des archives départementales de l'Aude. Je suis ravie de pouvoir accueillir Romain Lescurieux et Antonin Vabre ce soir pour nous présenter leur travail sur le pic de Bucarac. Et je vais être très rapide, je vais juste vous les présenter. Donc nous avons juste ici sur ma droite Monsieur Lescurieux, donc, qui est né en 1987 à Longjumeau, dans l'Essonne, diplômé d'Institut pratique du journalisme en 2013. Romain a travaillé durant 8 ans pour le journal 20 minutes en tant que reporter-rédacteur et il est aujourd'hui journaliste au Nouvel Observateur. Il est donc co-auteur de La montagne inversée et La montagne inversée est donc son deuxième ouvrage. Et sur notre droite, Antonin Vabre, qui lui est né en 1985, après des études qui l'ont fait voyager en Italie, au Brésil, en Nouvelle-Zélande. Antonin a été diplômé de l'Institut pratique du journalisme en 2013. Il a été pigiste pendant 10 ans au service des sports du groupe Canal+. Comme quoi ça mène à doux, puisque aujourd'hui, il s'est formé à la charpenterie avec les Compagnons du Devoir. Et La montagne inversée, pour lui, est son 5e ouvrage. Voilà, donc, comme je disais, les archives sont heureux de recevoir ces deux auteurs. Alors, je vous rassure, nous ne commençons pas à virer vers l'ésotérisme, l'apparition de la Vierge, le règne de château, le trésor de la Bessonnière, mais c'est ce qu'on va pouvoir voir lors de cette présentation. Dans le cadre de leur travail journalistique, on a eu la chance aussi de les accueillir ici, dans cette salle de lecture, pour consulter des documents, donc c'est ce qu'on va voir. La soirée va se présenter assez simplement, c'est-à-dire qu'ils vont vous présenter leur travail, mais Cécile, qui est à mes côtés, je vais vous présenter, va aussi interagir pour poser des questions et avoir un échange animé. Et puis, évidemment, il est aussi attendu une participation de votre part. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourrez avoir suite à leur présentation. Donc, je passe de suite la parole à Cécile Fauconnet, qui est la bibliothécaire des archives départementales et qui va vous présenter plus largement justement nos collections et l'objet de la soirée. Voilà, merci. Alors merci à notre directrice de me donner l'occasion de vous dire quelques mots sur cette bibliothèque des archives départementales, car oui, il y a une bibliothèque aux archives départementales, une bibliothèque, un véritable outil à destination des chercheurs, des utilisateurs, du public, de la salle de lecture, une bibliothèque historique, patrimoniale, spécialisée dans toutes les questions qui concernent le département et plus largement l'Occitanie, une bibliothèque d'études, de recherche, qui, avec ses quelques 130, 125 ans d'existence, n'en a pas pour autant des collections figées et poussiéreuses. La preuve en est la présence dans ces rayonnages de la montagne inversée. Donc, Montagne inversée, l'ouvrage a reçu le prix du livre pyrénéen de 2023 dans la catégorie connaissance. Donc ce prix récompense les ouvrages dont le contenu constitue un apport pour la connaissance et la valorisation du monde pyrénéen. Et en effet, à la lecture de cet ouvrage, on y trouve un point de vue sur la vie, le quotidien des habitants du lieu, du Bugarach, alors à côté du Bugarach, sur le Bugarach, en dessous aussi, sous terre. Une véritable enquête donc, a été menée par Romain Lescurieux et Antonin Vabre, une enquête dont l'origine nous oblige à remonter un petit peu dans le temps, vous l'avez tous vu. On se retrouve le 21 décembre 2012 et le calendrier Maya a annoncé la fin du monde. Et seules survivraient à cette fin du monde les personnes qui auraient pu se réfugier sur le Bugarach ou en tout cas dans ses alentours proches. Romain et Antonin y étaient, c'est pour ça qu'ils sont là ce soir, ils ont survécu. Pour ma part, je m'interroge parce que je n'y étais pas. Je pense que certains d'entre vous n'y étaient pas non plus, ce 21 décembre 2012. Donc, à mon avis, l'apocalypse n'a pas eu lieu.
Alors pour ça, je reprendrai une de vos formules qui dit bientôt plus de 10 ans qu'il ne s'est rien passé. En effet, plus de 10 ans qu'il ne s'est rien passé, et je lancerai cette conférence en reprenant une de vos questions que je trouve tout de suite. Au-delà de... que je ne trouve pas tout de suite d'ailleurs. Comment des histoires de fin du monde, d'ovnis et de calendrier maya s'étaient-elles télescopées dans ce petit village? Donc c'était sans doute le prétexte pour revenir sur les lieux une dizaine d'années après, pour mener cette enquête. Donc que s'est-il passé depuis? Je te laisse répondre. Bonsoir à toutes et à tous. On est déjà très très content d'être là devant vous. Merci aux archives aussi de nous accueillir. C'est très important pour nous de revenir ici parce qu'effectivement, comme ça a été souligné, on a travaillé dans cette salle de lecture. On est venu plusieurs fois dans l'Aude, plusieurs fois à Bugarach, plusieurs fois dans la Haute-Vallée pour mener cette enquête. Ça a été un travail de 2 ans. Pour resituer un petit peu, donc avec Antonin, nous on s'est connus en école de journalisme à Paris. En 2012, on est étudiant et arrive dans les chaînes d'infos, sur les sites internet d'information, cette histoire de fin du monde, de calendrier maya, et un village doit être sauvé de cet apocalypse, Bugarach. À l'époque, nous avec Antonin et d'autres amis, on a envie d'en savoir plus, donc on commence un petit peu à creuser, et très vite on se dit aussi qu'il va falloir aller sur place, parce que pour essayer de comprendre. Donc on part, et sur place, ce qu'on voit, c'est 300 journalistes, c'est un déploiement policier important, il y a la Croix-Rouge, il y a des hélicoptères, le village est bouclé, le préfet est sur place. Il y a eu un emballement médiatique, c'est très compliqué d'accéder au village même. Donc on reste un petit peu, on arrive à rentrer, c'est le premier contact avec le PIC, c'est le premier contact avec le village. Voilà, tout ça reste quand même assez flou, assez suspendu, on a très peu de réponses à nos questions. On finit notre école de journalisme, on est diplômé en 2013, chacun vit sa vie professionnelle. Et on commence à écrire ensemble avec Antonin un premier livre au début sur un roman qui n'a rien à voir, mais qui se passe très bien, et d'un point de vue d'écriture à 4 mains, que d'un point de vue de réception, en tout cas de la critique. Donc on a envie de repartir sur un livre. Il y a cette histoire de Bugarach qui revient un petit peu, il y a un goût d'inachevé parce qu'on on a le sentiment de ne pas être allé au bout de l'histoire. On commence à réfléchir, à travailler sur cette matière. Au tout début, on pense plutôt à de la fiction, parce que c'est ce qu'on avait fait une première fois, et que nous, la fiction, c'est un moyen aussi de se déconnecter aussi de notre quotidien journalistique, pour se faire plaisir. Mais en fait, par le bouche à oreille, encore une fois, et on y reviendra, cette histoire du fait qu'on travaille sur la matière de Bugarach arrive aux oreilles d'un éditeur qui se montre très intéressé par la question, mais nous dit que lui, son catalogue est uniquement fait de livres, d'enquêtes, de journalisme littéraire, donc tout est réel, tout est vrai, tout est sourcé, donc ça reprend les codes, en tout cas les principes de notre métier de base qui est le journalisme. Et on signe avec cette maison d'édition qui s'appelle Marchiali, qui appartient au groupe Delcourt, qui ont publié beaucoup de livres, un petit peu des livres de journalistes en tout cas, étrangers et francophones. Et là-dessus, on part pendant 2 ans avec Antonin sur de l'enquête et sur de l'écriture, en revenant plusieurs fois à Bugarach. Ça, c'était un petit peu, en tout cas, la trame et le cadre. Et pour répondre à la question, je vais laisser Antonin... Alors je vais aussi enrichir un petit peu cette présentation qu'on a faite en remerciant moi aussi les archives de nous accueillir et en vous remerciant d'être venus nombreux. Je crois que ce qui était aussi important à l'époque, c'est qu'au cours de notre formation, on trouvait qu'il nous manquait aussi quand même un aspect terrain. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a voulu venir à Bugarach, et aussi parce qu'il faut le dire, on avait 25, 26, 27 ans, et qu'il y avait aussi un côté
qu'on veuille ou non, curiosité aventureuse en fait, d'aller voir qu'est-ce que ça voulait dire, puisque finalement, dans les articles qu'on lisait à l'époque, on n'avait pas la réponse à la question que vous nous posiez, pourquoi Bugarache, pourquoi cette date? On n'a pas beaucoup plus cherché avant d'aller là-bas, on s'est dit on va y aller, il va y avoir un attroupement, on a envie de voir qu'est-ce que c'est que du journalisme de terrain. D'ailleurs, heureusement, on était en école de journalisme, puisque c'est ce qui nous a permis d'avoir un laissez-passer pour rentrer dans le village, puisque le village était bouclé. Et c'est vrai que je pense qu'en y arrivant, on a aussi vu, malheureusement, un aspect de notre profession qui nous interrogeait, quoi. De retrouver des journalistes en train de faire des directs pour dire strictement rien, voir beaucoup de camions satellites. Enfin, c'était assez dingue. Je ne sais pas si des gens ici sont déjà allés à Bugarache, mais se retrouver dans un petit village. On peut imaginer, Bugarache, c'est un village assez quelconque, hein. Un village de 200 habitants où on retrouve plein de camions satellites et des directs, et comme disait Romain, des forces de l'ordre dans tous les sens. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait là? Et c'est vrai que pour nous, c'était assez compliqué, même après, parce qu'il fallait quand même qu'on justifie auprès de l'encadrement de notre école de journalisme pourquoi est-ce qu'on était parti à Bugarache, parce qu'on ne leur avait pas dit, nous on y va pour faire la fête, on y va dans un cadre quand même étudiant, enfin voilà, on va essayer de produire quelque chose. Et donc, on est revenu avec pas grand-chose. Enfin, on est revenu avec rien, voilà, on avait vécu une belle aventure entre copains, on s'est rendu compte que l'Aude, le 21 décembre, il fait très froid, surtout à plus de 800 mètres d'altitude. Mais il y avait quand même quelque chose qui nous restait dans la tête. On se disait, Bugarache, ce village nous avait plu, il y a cette montagne à côté, ce pic, on le voit, on se dit, on repart. Et comme tu as très bien dit Romain, chacun est retourné un peu dans ses vies. Moi, je suis parti dans le journalisme sportif, Romain, lui, était sur l'actualité à Paris, deux mondes différents. Mais c'est vrai que il nous arrivait, quand on se retrouvait, il est venu voir, moi j'ai vécu à Londres un moment, je me souviens, notamment quand on parlait de ce premier bouquin qu'on a écrit, la question du non-événement, quoi, et de remplir le vide. Et Romain a aussi vécu, c'est plus lui que moi, mais je vais te laisser raconter ça, après je vais reprendre la parole, mais par exemple sur la mort de Johnny, quoi. Je te laisse. Après, il se passait quelque chose, mais non, ce qu'on disait, c'est que là, c'était aussi il y en a eu d'autres avant, nous on l'a découvert à ce moment-là, et aujourd'hui on le voit quasiment presque quotidiennement, en fait, ce qu'on appelle l'emballement médiatique, c'est-à-dire que ça va très très vite avec les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu, on passe d'une polémique, le lundi il y en a une, le mardi il y en a une autre, et on ne sait pas laquelle va naître à la fin de la semaine. Elles peuvent être de temps en temps justifiées, mais souvent il y a quand même un effet de boule de neige, d'emballement, et on arrive à des situations où oui, on a des caméras qui filment du vide, et on se demande tous un peu comment on va remplir ça. Bugarache, c'était vraiment ce moment-là. On a des médias qui viennent du monde entier, il y avait à peu près des journalistes de 18 pays différents. Donc des journalistes américains, des journalistes d'Asie. Donc il y a eu une caisse de résonance telle que le phénomène est devenu planétaire. Pour un village de 200 habitants, c'était hallucinant. Et pour refermer la parenthèse, effectivement, dans notre profession, on avait tendance à revoir ce qu'on a un peu appelé, nous, le syndrome Bugarache. Donc voilà, ça revenait de temps en temps dans nos discussions. Donc on continue nos vies, et puis c'est vrai qu'on avait envie de réécrire, parce qu'effectivement ce premier bouquin, ça s'était bien passé, on avait apprécié écrire ensemble, et puis il y avait quand même ce truc de se dire, on était à Bugarache, on a vécu quelque chose quand même à Bugarache, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'écrire quelque chose là-dessus? Donc d'abord on s'est dit, on va y retourner, parce que, on développera après sur le côté des archives départementales, en quoi est-ce que cet endroit pour nous il est essentiel, en fait, c'est que Romain, il est de banlieue parisienne, moi je suis de Normandie, on n'est pas du tout d'ici, on connaît absolument pas l'Aude, donc il fallait aussi quand même qu'on ait un fond, on ne peut pas se permettre de parler d'un endroit sans quand même bosser sur cet endroit. J'y reviendrai après. Mais donc on revient d'abord sur le terrain à Bugarache, en se disant, loin de la ferveur médiatique, qu'est-ce que c'est que ce village? Et on arrive et... moi, par mon père, je suis originaire d'un petit village d'Aveyron de 200 habitants, donc c'est très semblable en fait. Je regarde ce village, je me dis, en fait, c'est un village comme tous les autres.
il n'y a rien de particulier à Bugarache qui explique que ce soit vraiment différent. Et en même temps, ben, non, c'est forcément un village particulier, puisque sinon ça ne se retrouverait pas avec tout ce brouhaha médiatique à un moment donné. Romain a eu... bon, il faut savoir qu'il est quand même très bon, lui, pour trouver des contacts, pour trouver des idées. Ce qu'on disait, c'est là où c'était intéressant justement d'écrire à deux personnes, c'est qu'on est deux caractères en fait. Et Romain, donc, quand je lui disais, bon, ce serait bien qu'on retourne à Bugarache, il me dit, mais si le cœur des fantasmes de Bugarache, et notamment de l'histoire de l'Apocalypse et du refuge de l'Apocalypse, c'était de dire qu'il y avait un vaisseau spatial qui était dans le pic de Bugarache. Il m'a dit, eh bien, allons faire une expédition à l'intérieur du pic. Lui, il s'est renseigné, il a vu que c'était possible de faire des sorties spéléo, mais par des voies alternatives, puisqu'on ne peut pas l'explorer comme ça. Enfin, il n'y a aucune agence touristique qui propose une sortie spéléo. Mais en cherchant sur Internet, il a réussi à nous trouver un contact. Et il a dit, ben, on va rentrer dans la montagne, en fait. On va essayer au moins de comprendre qu'est-ce que c'est que cette montagne. Peut-être que de là, on pourra expliquer plus de choses. Donc on est retourné à Bugarache, on a visité l'intérieur de cette montagne. Et on était encore donc toujours sur cette idée, oui, de faire de la fiction. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est au moment où justement on était à Bugarache que, par l'intermédiaire d'un ami, Cyril, notre éditeur, a entendu parler de cette histoire et qu'on a pu entrer en contact après avec lui. Mais on s'est dit, il faut qu'on arrive à comprendre. Il y avait deux choses en fait à comprendre. C'était pourquoi cette date et pourquoi ce village. Quand on parle d'Apocalypse, du calendrier Maya, en fait déjà c'est une interprétation du calendrier Maya. Donc même ça c'était un fil qu'il fallait tirer en fait. C'est-à-dire que ce soit pour le village, c'est-à-dire le lieu ou la date, il fallait tirer des fils pour revenir en arrière et essayer de comprendre d'où venait cette relation entre Bugarache et l'ésotérisme. D'où venait cette relation entre cette date et une possible apocalypse, enfin, un événement qui pourrait avoir lieu. Et c'est là où justement, bon, il a fallu là-dessus aussi que Romain farfouille énormément dans Internet. Enfin bon, il a retrouvé des vidéos sur YouTube. C'est impressionnant quand même tout ce qu'il y a sur Internet. Le problème d'Internet, c'est la multitude et après il faut vraiment avoir une méthodologie pour savoir défricher, quoi. C'est comme arriver devant de la broussaille et il y en a qui ont l'intelligence de savoir comment débroussailler et d'autres ils ne savent pas trop comment faire. Je dois avouer que là-dessus Romain a vraiment beaucoup de qualité. Et voilà, il a fallu débroussailler énormément. Et puis après donc les archives départementales, ça c'est quand on est revenu une deuxième fois à l'été 2021 où là on savait qu'on partait sur du réel parce que quand on était sur la fiction, on se disait, bon voilà, on va parler de Bugarache, mais on n'est pas obligé d'être forcément très précis sur l'histoire en elle-même. C'est pas grave si c'est de la fiction. Par contre, c'est vrai que si on part sur du réel, quand on parle de gens, quand on parle de leurs citations, quand on parle de lieux, il faut que... Ben, c'est une démarche scientifique en fait, hein, il faut que ce soit carré. Donc l'avantage effectivement ici, c'est qu'on a pu recouper avec coupure de presse, mais on a retrouvé des écrits du 19e siècle aussi, hein, sur les premiers scientifiques en fait, qui montent sur la montagne pour aller déterminer la faune et la flore qu'il y a sur la montagne de Bugarache. Donc en fait déjà ça nous a permis de tirer un peu le portrait du pic de Bugarache. Après il y a eu un autre aspect et qui était vraiment mélangé à l'époque par les médias, j'aime pas dire les médias comme si c'était une force obscure, mais à l'époque ce qui ressortait en tout cas de la production médiatique, c'est qu'ils mélangeaient énormément le pic de Bugarache avec le village de Bugarache. Et toutes les croyances ésotériques faisaient croire que tout émanait du village même de Bugarache, comme si finalement c'était un village de 200 personnes qui toutes étaient convaincues qu'il y avait un vaisseau extraterrestre dans le pic de Bugarache, ce qui est absolument faux, puisque c'est un village avec... c'est un village français quelconque en fait, avec tout type de caractère évidemment, mais c'est un village français quelconque. Donc là aussi, il fallait que nous on fasse un autre type de recherche, c'était peut-être, je ne sais pas si c'est une démarche sociologique, mais c'est presque du micro-trottoir en fait, mais approfondi, c'est-à-dire que on allait frapper à des portes. Voilà. Bon,
On voit 2 passants dans la rue, bon bah alors, allons-y, on va parler avec ces personnes qui vivent ici, on va leur demander qu'est-ce que c'est que ce village. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, on a commencé aussi à avoir un lien affectif, moi je trouve, avec ce village et ses alentours. La difficulté ensuite, c'est de pas s'éparpiller, puisqu'on est dans une région où, à Rennes-le-Château, c'est le trésor de la Bessonnière, à Bugarache, c'est extraterrestre, à Arques, c'est le tableau de Poussin, enfin, chaque village, où est-ce qu'on était? C'était avec les lutins à Nébias, les lutins dans la forêt. Enfin voilà, disons qu'on peut vite aussi on peut très vite se perdre. Et d'ailleurs, ça aussi, c'était un point d'honneur qu'on s'était fait, c'était pas de moquerie sur les croyances, quoi. L'intérêt, c'est absolument pas là. Là, le but, nous, c'était vraiment une démarche journalistique, d'essayer d'aller comprendre pourquoi cette date, pourquoi cet endroit, et qu'est-ce que ça raconte de notre société aussi. Qu'est-ce que ça raconte de notre société, ce besoin de croire qu'il va y avoir une apocalypse, qu'il faut qu'il y ait une fin du monde qui forcément soit représentée par une date. Alors que finalement, on se rend compte que la fin du monde, c'est aussi un peu un des thèmes du bouquin, c'est-à-dire que finalement, la fin du monde, c'est quelque chose d'un peu latent que l'être humain se crée par lui-même. Et on le voit aujourd'hui, quel est l'état de notre société. Donc voilà, c'est une multitude de choses. D'ailleurs, je pense que même pour vous, ça doit être un peu brouillon, là, toutes les informations que je lance, mais c'est vrai qu'il fallait réussir un peu à cadrer, et en restant sur ces 2 principes, c'est qu'est-ce que c'est que cette date et qu'est-ce que c'est que ce village. Voilà. Et après, bon, la date nous a fait partir très loin. Romain, je te laisse reprendre la parole. Non, pour préciser un petit peu ce que disait Antonin, c'était très complet et voilà, si vous avez des questions sur des points, on peut y revenir. Toutes les questions qu'on pouvait se poser, la réponse souvent, c'était le pic de Bugarache. C'était la montagne en elle-même. Et en fait, soudainement, ça a été le point d'ancrage, c'était le carrefour, c'était cette montagne. Donc très vite, ce qu'on a fait, en fait, on a fait le portrait de cette montagne. Comme Libération peut faire sa dernière page avec le portrait d'une personnalité, d'une personne. Nous, on a décidé de faire le portrait de cette montagne. On nous avait conseillé d'ailleurs de poser nos questions à la montagne directement. On ne l'avait pas fait, mais dans l'idée, en fait, à travers les gens qu'on rencontrait, à travers l'histoire, on leur demandait toujours quel lien ils avaient avec cette montagne. Et très vite, c'est dégagé à travers les gens qu'on rencontrait, un lien affectif. Des souvenirs d'enfance, une quête, des rêves, des fantasmes. Pour certains, c'était pour des spéléologues, c'est espérer un jour pouvoir traverser la montagne. Pour d'autres, c'est des premiers souvenirs de pratiques scientifiques. Pour d'autres, c'est aller rechercher effectivement un sauveur ou en tout cas quelque chose qui n'est pas forcément palpable, mais qui fait du bien. On a suivi aussi des stages dits bien-être sur le pic de Bugarache, où effectivement ils vont chercher à se connecter à des énergies. Les énergies, en réalité, c'est qu'ils sont tous ensemble dans un cadre magnifique. Donc oui, c'est sûr que ça peut faire du bien. Et comme a dit Antonin, nous, l'idée, c'était pas de juger telle ou telle croyance, c'était de la comprendre, en fait. Et comprendre quelle relation toutes ces personnes pouvaient avoir avec cette montagne. Sur les archives, ce que je voulais aussi préciser, c'est que, comme l'a dit Antonin, il fallait revenir. C'est-à-dire il fallait revenir en arrière. Nous, le point de départ, c'est le 21 décembre 2012. En fait, ce point de départ, c'est la fin. Parce que le lendemain, c'est fini, la fin du monde, elle tombe dans l'oubli, Bugarache aussi. Ce village, on n'en parlera plus et les habitants vont pouvoir retrouver leur tranquillité. Donc ça, c'est vraiment le final. Donc nous, on est remonté de chaque étape, de qui a dit quoi, comment on en arrive là. Et en fait, au fur et à mesure, ça se resserrait, pour arriver à une rumeur, puis une information, puis un emballement médiatique, puis un effet international. Le point de bascule, c'était à quel moment ça passe d'une rumeur à une information. À quel moment ça se dit, ça se raconte, ça s'écrit, et comment d'un seul coup ça se retrouve dans un journal, et là, qui est repris par l'AFP, du coup de là ça va redécouler vers d'autres médias,
Donc il y avait ce premier article. Ce premier article, c'est un article de l'Indépendant, du 30 novembre 2010, dans mon souvenir. Et c'est un article qu'on n'arrivait pas à retrouver. Et on savait qu'il était crucial dans notre texte, il était crucial pour comprendre l'histoire. C'est-à-dire qu'il nous fallait retrouver à ce moment-là l'article en tant que tel. Il fallait retrouver le journaliste qui avait pu l'écrire. Il fallait retrouver la direction de ce journal qui avait relu et validé. C'était vraiment un point de bascule en fait. Et ce qui est intéressant, et ce que prouve aussi à cette époque de Bugarach, entre 2010 et 2012, il y a une énorme mutation dans les systèmes un peu de communication. Maintenant, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de Twitter qui appartient à Elon Musk. En 2010, Twitter, c'est pas grand-chose. Les chaînes d'infos en continu, BFM, c'est pas ce qu'on connaît actuellement. Et il y a voilà. Et donc là-dessus, sur les archives et les sites internet, eh ben, c'est un point un petit peu flou, ça veut dire qu'on ne retrouve pas tout. Il y a des papiers qui vont être, par exemple, dans les journaux écrits, mais qui vont être, oui ou non, sur le site internet du quotidien. C'est ce qui s'est passé avec l'Indépendant, c'est qu'on ne retrouvait pas le premier article sur leur site internet. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas encore fait ce travail d'archive. En tout cas, ils n'avaient pas mis sur leur site internet certains papiers qui passaient. Donc, il fallait qu'on retrouve le journal original de cette date-là, en version papier. Et là-dessus, eh ben, il n'y en a eu aucune autre solution que de venir ici, en fait. Parce qu'on s'est dit, ils vont forcément l'avoir. On trouvait par moments sur des blogs des coupures, des petits bouts, des bouts coupés, tronqués, mais nous, on était dans une démarche journalistique, on ne pouvait pas se contenter de bouts tronqués qu'on ne pouvait pas authentifier. En venant aux archives, on savait que c'était une source qui était vérifiée, de qualité, sur laquelle on pouvait vraiment se baser pour travailler. Donc on vient ici, en même temps on avait d'autres questions, mais en tout cas on s'est dit, bon, peut-être qu'ils vont avoir beaucoup de ressources très intéressantes pour nous, pour notre travail de collecte, de sources dites plutôt officielles, institutionnelles, qui allaient valider ou en tout cas confirmer toute la collecte orale de témoignages qu'on pouvait avoir. Donc on est venu ici et on leur a fait sortir quand même. C'est vrai qu'on ne savait pas trop comment ça fonctionnait au début les archives, donc je crois qu'on est arrivé, on a dit est-ce que vous pouvez tout sortir ce que vous avez sur Bugarach? Bon, c'est pas exactement comme ça qu'on travaillait, donc on a appris aussi à travailler ici, parce que c'est pareil, Bugarach, voilà, c'est très large, qu'est-ce que vous cherchez? Donc on a un peu recentré, on a un peu resserré au début, on a dit bon il nous faut en tout cas ce journal, et il l'avait. Il était archivé, il était tout beau. Enfin, nous, ce jour-là, on a vraiment eu l'impression d'avoir un trésor. Alors que ils ont les journaux de l'Indépendant sur des dizaines et des dizaines d'années, mais nous, on cherchait celui-là. Petite parenthèse, on était allé aux archives de l'Indépendant et à Perpignan, et eux-mêmes ne l'avaient plus. Parce qu'ils ne peuvent pas garder tous leurs journaux, et ils les envoient, si je ne dis pas de bêtises, peut-être qu'on confirmera, mais ils les envoient en tout cas ici. Donc c'était le seul endroit où il était. Voilà, donc on tombe dessus et à ce moment-là, on commence à décortiquer tout ce qu'il y a écrit dedans. Le papier est signé avec des initiales, mais ça on le savait déjà, donc il faut quand même retrouver un journaliste juste avec des initiales, donc ça devient aussi un peu un jeu de piste. Mais voilà, mais c'est comprendre à ce moment-là tout ce qui est écrit. C'est que les citations qu'il y a dedans, on veut comprendre ce qui s'est passé dans la tête du journaliste, de qui lui a dit, pourquoi il lui a dit, comment il lui a dit. Donc on a tout décortiqué, donc on l'avait une fois sous les yeux, après on a retrouvé, après des mois et des mois quand même d'enquête, ce journaliste qui a bien accepté qui a accepté de témoigner. Comme d'ailleurs, on tient à le remercier, mais tous les gens qui nous ont fait confiance, il y a beaucoup de gens, on a fait quasiment une centaine d'interviews. Au tout début, quand on expliquait notre projet, il y a beaucoup de gens qui ont pas forcément compris, mais je peux comprendre parce que ça avait fait quand même beaucoup de bruit à l'époque. Il y a des gens qui voulaient pas revenir dessus, il y a des gens qui étaient passés à autre chose. Il y avait aussi des gens, des institutionnels, il y avait des politiques, il y avait des anciens préfets. Voilà, pour eux, Bugarach, ça les faisait sourire, mais ils n'avaient pas trop envie de se re-questionner sur, sur ça. Et puis finalement, petit à petit, ils ont dit ok.
Donc en tout cas, voilà, moi je voulais juste faire un petit point sur ce travail, en tout cas aux archives, sur cet article, parce que c'est une illustration de en quoi ça nous a servi, parce qu'on n'aura jamais retrouvé ce journal ailleurs. Disons que ce qui est intéressant là, dans ce qu'il dit, c'est il vous remet dans le contexte de l'époque, parce que nous, c'était notre démarche en fait, c'était d'essayer de recontextualiser qu'est-ce que c'était que cette information, essayer de retrouver ce journaliste qui, lui, nous dit, en fait, quand j'écris cet article, à la base, il doit finir à la 15e page du journal, et voilà, mais les gens qui vont lire cet article, alors, on vous explique quand même l'article en question, le maire de l'époque dit, des habitants du village me disent que peut-être il y a des gens qui pourraient se regrouper le 21 décembre 2012 à Bugarache. Moi, je crains que il y ait des personnes mal intentionnées ou pourquoi pas avec une tendance sectaire. S'ils viennent à Bugarache et qu'ils viennent à plusieurs centaines, on a un petit village de 200 habitants à 21 décembre, un pic à 1300 mètres d'altitude, ça peut être dangereux. Voilà. Il part juste là-dessus. Il dit juste je tiens à alerter les pouvoirs publics. Il se trouve que cet article donc, sort le 30 novembre, comme disait Romain, et derrière c'est repris par l'AFP, 2 mois après c'est dans le New York Times. Sauf que, entre-temps, c'est passé par tous les médias, les grands médias français, médias britanniques, et au départ, on a eu la journaliste de l'AFP en question au téléphone qui nous dit mais moi j'ai considéré que c'était intéressant de reprendre cet aspect d'un maire d'un petit village qui dit qu'il est alerté parce qu'il ne sait pas trop ce qui va se passer, il voit bien qu'il y a quand même des gens qui passent dans son village qui ne sont pas du village, qui ne s'arrêtent pas, et il se dit je vois du passage, Bugarache ça fait des années qu'il y a des personnes de l'extérieur qui viennent, bon lui c'est le maire d'un village de 200 habitants, hein, c'est pas enfin voilà, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas un politicien formé quoi, il tient juste à alerter les pouvoirs publics, et 2 mois après c'est dans le New York Times, avec le côté, bon le maire il est alerté, on parle de quoi? Est-ce qu'on est dans l'ironie? Est-ce qu'on parle de quelque chose de sérieux? Même les articles, quand on les lit, on ne sait pas trop dans quelle catégorie les situer. Donc c'était aussi pour ça que nous, ce qu'il fallait, c'était recontextualiser. Et c'était essentiel de retrouver ce journaliste, qui lui avait quand même reçu une menace de mort à l'époque, qui d'ailleurs est la seule personne qui n'a pas voulu mettre son prénom dans le bouquin, et on comprend aussi. Mais voilà, c'est que toutes ces personnes, en fait, c'était un puzzle au fur et à mesure qu'il fallait essayer de reconstituer, parce qu'il fallait recontextualiser qu'est-ce que c'était, comment est-ce qu'on arrivait à ce brouhaha médiatique. Parce que nous, on a vu comme un fiasco qu'après tout, comme dit Romain, le lendemain, tout le monde avait oublié, quoi. Nous, sur le moment, on y était, donc ça nous a interpellés. Mais c'était essayer de comprendre. Et en fait, ce qui était assez fou, moi je me rappelle, au bout de quelques mois qu'on bossait dessus, c'était de se dire, mais c'est incroyable, en fait, quand on refait le fil des événements, on n'a pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui fasse mal son travail. C'est ça, en fait, le pire. C'est qu'on pourrait se dire, il y en a un qui fait, je sais pas, une malfaçon, ou qui a une mauvaise intention. Mais en fait, quand on regarde au fur et à mesure comment se font les choses, c'est aussi, comme dit Romain, je pense, c'est les débuts du journalisme à travers Internet, quand même. Et dans le monde global dans lequel on vit, malheureusement, si on décontextualise, on se plante forcément. Enfin, moi, ça c'est mon point de vue. C'est très très important à chaque fois de contextualiser. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Voilà. Parce que le journaliste, quand il l'écrit, il dit, je sais que le lectorat qui va lire cet article, il comprend en fait. Il sait déjà qu'est-ce que c'est que Bugarache, qu'est-ce que c'est que cette région. Mais quand les mêmes mots sont repris même juste à Paris, hein, pas besoin d'aller à New York, juste aller à Paris ou aller à Toulouse, les gens se disent mais ah bon, ah oui, qu'est-ce qui se passe, Bugarache, le village des fous, enfin, ça part dans tous les sens. C'est pour ça que ce bouquin, et c'est justement pour ça, oui, ce côté des archives, et c'est pour ça qu'il insistait sur l'illustration de retrouver cet article, c'est d'abord retrouver des pistes, retrouver des personnes et recontextualiser. C'est déterminant en fait de recontextualiser. Et malheureusement, la vitesse à laquelle vont les choses aujourd'hui, on ne prend plus le temps de faire ça. Ça, c'est un des aspects du bouquin. Et pour revenir, effectivement, donc, il y a eu tout ce travail de travail journalistique, de comprendre comment naît la rumeur. Donc là, pareil, on est revenu avant l'information, donc pour pouvoir comprendre ce que dit le maire. Donc là, c'était se replonger dans un peu la tradition orale. Donc pourquoi on parle d'OVNI à Bugarache? Donc il fallait comprendre ça. Après, en fait, on élargissait, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prendre juste Bugarache.
en vase clos. Il fallait élargir à la Haute-Vallée et soudainement remonter l'histoire. Et de remonter l'histoire, nous, ce qui a été passionnant, c'était que très vite, et ça c'était aussi vu avec notre éditeur, c'est que l'épisode de la fin du monde était effectivement un épisode, mais ça ne devait pas tourner autour que de ça. Donc très vite, et ça c'est en m'interrogeant et en regagnant aussi la confiance des habitants de Bugarach, parce que quand on est revenu, le mot est peut-être un peu fort, mais quand même ils ne sont pas traumatisés, mais ils ont été marqués par cet événement, c'est-à-dire que ça a marqué le village quand même. Donc faut regagner leur confiance, faut leur dire qu'on ne fera pas encore un livre de plus, qu'on n'a pas envie de remettre une pièce dans la machine, que l'idée c'est d'être très respectueux. Et l'idée surtout c'est de leur redonner la parole, parce que quand on relit les archives de l'époque et qu'on voit des vidéos, on a l'impression quand même si on ne les fait pas passer pour des oiseaux, on leur vole globalement la parole ou on parle pour eux. Donc nous on se dit, on va déjà beaucoup vous écouter et on va raconter votre histoire. Dans votre histoire, il y aura sûrement la fin du monde, et dans votre histoire, il y aura plein d'autres choses. Et en fait, très vite, je me souviens ce déclic où on se dit, oui, bon, la fin du monde, c'était marrant, mais il y a quand même pas mal de choses qui nous racontent qui sont passionnantes. On a travaillé beaucoup sur un épisode beaucoup plus marquant et dramatique pour le village de Bugarach et pour la Haute-Vallée. C'était la crue en 1992. Et là, on comprend qu'on n'a pas affaire à la même histoire, que là, ça a été réellement traumatisant, mais que ça a quand même construit aussi, ça a construit beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs le point de départ de notre livre quasiment, c'est que ça arrive très vite, je crois, dès le 3 ou 4e chapitre, c'est cette crue. Et ce qui nous permet, en fait, là encore une fois, ici, on a trouvé beaucoup d'archives liées à la crue, parce que nous, en 92, on était tout petits, on n'est pas du coin, donc il y a des gens qui nous le racontent. Ils ont vécu des choses, ils ont des souvenirs, mais nous on doit aussi avoir de la matière, et en 92 là c'est compliqué. Donc là encore une fois le rôle des archives a été primordial, parce que là on a retrouvé des photos, on a retrouvé toutes les coupures de presse en fait de l'époque, c'est-à-dire qu'on pouvait, il nous fallait exactement... C'est un livre où il y a beaucoup de détails, où l'information est très importante et tout devait être précis, donc quand on dit qu'il a commencé à pleuvoir à cette heure-là, il faut que ça soit vérifié et recoupé. Et quand on dit qu'il a tombé tant d'eau, c'est pareil, quand on dit qu'il y a un barrage qui a cédé, tout ça, on doit, nous, ça va être très très clair là-dessus. Donc voilà, donc très vite on remonte l'histoire de la Haute-Vallée, et pas que avec, pas forcément lié à la fin du monde. D'ailleurs, je rebondis sur l'histoire parce qu'on en parlait de fin du monde. C'est aussi en 2012, on parle de la fin du monde, ça fait rire tout le monde. Aujourd'hui, la fin du monde, moi j'ai l'impression qu'on l'entend peut-être une fois par jour dans la bouche de quelqu'un, dans nos entourages ou sur un plateau. Et puis de quelle fin du monde on parle aujourd'hui, c'est quand même, voilà, ça c'est quelque chose qui nous marque et qu'on entend beaucoup. Donc on est revenu sur des épisodes, et dernier point que je veux juste développer, c'est sur le travail de collecte qu'on a eu avec les habitants, parce qu'au fur et à mesure la confiance s'est installée, ils ont vu ce qu'on faisait, ils ont compris, et puis de fil en aiguille, on a pu un petit peu... ça c'est vraiment le travail d'Antonin pour le coup qui est très fort au porte-à-porte, pour s'inviter chez les gens et boire le café, et voilà, et on a pu passer des moments exceptionnels, des après-midi avec des gens de tout âge. C'est-à-dire des anciens du village, des natifs qui ont toujours vécu quasiment à Bugarach, des néo-ruraux qui sont arrivés dans les années 70. Ça aussi, c'est quand même un élément très important de notre livre pour comprendre comment on en arrive là. C'est quand même que ça a été une terre d'accueil pour toute une génération de gens post-68, pour qui on allait refaçonner un monde. Donc ce pic, encore une fois, il représentait quelque chose, il a représenté un renouveau, il représentait beaucoup d'espoir, de vivre en communauté, de réinventer la société. Donc on a eu tout un profil de gens. Au final c'était quand même un village de 200 personnes, donc on avait des liens, tout le monde n'apparaît pas, mais tout le monde nous a quand même parlé, et puis voilà, et soudainement on a quand même l'histoire d'un village qui se construit et qui nous a complètement porté en fait. Et là-dedans, oui, il y a la fin du monde, mais en fait soudainement on se dit, il y a l'histoire d'un village, oui, d'un village français, comme il peut y en avoir partout ailleurs, mais qui a quand même quelque chose en plus, c'est cette montagne, et que tout nous y renvoie constamment. C'est-à-dire que quand les gens nous parlent, il y a ce jour où ils l'ont vu pour la première fois,
Il y a ce jour où ils sont montés tous en famille, parce que le pic de Bugarach, ça va être un rite initiatique familial. On y campe, on y regarde les étoiles, certains espèrent peut-être voir une apparition d'extraterrestres. Mais tout ça reste, moi j'étais profondément marqué par la poésie qui se dégageait de ce que racontaient les gens en fait. C'était très poétique, qu'on attende, oui effectivement, qu'on regarde les étoiles filantes et on a vu ou on attend quelque chose, même nous on a peut-être on attendait quelque chose parce que c'est un endroit qui nous a profondément touchés en tout cas. Oui, et puis alors donc il y a cet endroit, et parce qu'il faut quand même parler de lui, c'est le personnage principal de notre livre. C'est Henri, qui du coup est le guide Spéléo avec qui on a fait cette sortie Spéléo quand on y est retourné pour la première fois en 2020. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand il a été question d'écrire donc du journalisme littéraire, voilà, l'écriture du réel, bon, on ne voulait pas non plus se mettre nous en avant sur ce livre. Et en discutant avec Cyril, en fait, pour nous, c'était évident pour Cyril, comme pour Romain, comme pour moi, qu'en fait, s'il devait y avoir un personnage à travers qui raconter cette histoire, c'était avec notre guide de Spéléo. Voilà, et du coup, la trame en fait, de ce livre, qui ne l'a pas lu, on raconte au fur et à mesure des chapitres notre expédition en Spéléo, en faisant des flashbacks, enfin, en faisant des sauts dans le temps ou dans l'espace, pour raconter des aspects, soit qui auront été vus avec Henri, soit parce que c'est dans la continuité de la narration des autres chapitres. Ce qui est très intéressant avec Henri, c'est un héros quelconque. Voilà, c'est un prolo qui aime profondément l'Aude. C'est un homme qui a grandi, il est parti juste quelques années parce qu'il a fait postier à Paris, qu'il est parti pour le service militaire, mais quand il a plu, il est retourné à Alette-les-Bains. Et en fait, il a un côté taiseux, et lui, il s'est découvert une passion pour la spéléologie qui lui a permis, au-delà de s'engager physiquement parce qu'il avait besoin de ça, d'essayer de comprendre sa terre. Et il nous a beaucoup filé les métaphores sur le fait de chercher la vérité en creusant, voilà, en allant chercher qu'est-ce qui se passe dans les sous-sols de l'Aude pour comprendre qu'est-ce que l'homme fait à la terre. C'est un des aspects qu'Henri nous a expliqué. Et en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on fait cette exploration Spéléo, en fait, on découvre un pic, mais on découvre aussi un homme, avec toutes ses facettes. Certaines peut-être paradoxales, mais bon, tout être humain a des aspects paradoxaux. Et c'est vrai que c'était intéressant, je trouve, parce qu'on est avec un enfant du pays, et il se trouve qu'en plus, par hasard ou pas, son père était instituteur à Bugarach. Donc c'est pareil, il nous a redonné d'autres billes sur... et à Rennes-le-Château. Donc il nous a donné d'autres billes sur le village. Il avait lui-même écrit un bouquin sur son père, en fait, en récupérant des témoignages de son père. Donc pareil, en lisant le bouquin, en fait, disons que chaque information qu'on arrivait à récolter, ça nous ouvrait à chaque fois des nouvelles portes. Et voilà, et dans le fond, c'est vrai que moi ça c'est aussi quand même quelque chose que j'aime beaucoup à travers ce bouquin, c'est qu'on met en avant un personnage anonyme, complètement anonyme, discret, caché même, puisqu'en fait Spéléo c'est ingrat et c'est caché quoi. Et voilà, et je suis content en fait qu'on mette en avant ce personnage, parce que en plus, au-delà de ce qui nous a permis de vivre, parce qu'on a fait deux explorations, exploration c'est un grand mot puisque c'est déjà exploré, donc nous on a juste fait 2 sorties Spéléo, mais c'est vrai qu'on a vu des choses en fait dans l'intérieur de la montagne de Bugarach. Enfin, moi en tout cas c'est gravé à jamais dans ma tête, c'est magnifique ce qu'on a vu à l'intérieur de cette montagne. Donc il y a tout cet aspect-là, et puis lui à côté il a aussi toute une richesse parce que c'est un amoureux de la nature. Et que c'est aussi un aspect après qu'on a voulu présenter à travers ce bouquin, que voilà, le pic de Bugarach et la haute vallée de l'Aude et bon, tout ce qu'il y a autour, c'est une faune et une flore à protéger. J'ai eu au téléphone avant-hier une des spéléos qui a participé à l'exploration,
Il m'a dit, là, c'est l'automne dans l'Aude. Moi, je vis actuellement dans le Pays Basque où on se mange de la flotte tous les jours. Elle me dit, chez nous, il ne pleut pas, quoi. Il ne pleut pas, les rivières sont asséchées. L'été dernier, c'était catastrophique. Voilà, donc c'est des gens qui sont conscients et surtout très soucieux de l'état environnemental dans lequel se trouve leur terre. Une terre à laquelle ils sont vraiment attachés. Parce que je peux vous dire que quand tous les week-ends, quand on sort d'un boulot qui est fatigant et que tous les week-ends on retourne pour aller creuser la terre pour gagner parfois 50 cm ou 1 mètre en fait du réseau qu'ils sont en train de chercher, enfin il y a une abnégation, c'est un peu du domaine de la mission. Je pense que des fois ils se sentent un peu en mission de faire ça. Mais je trouve que c'est beau de mettre aussi, d'essayer de mettre en valeur voilà, ces personnes-là parce que, je ne vais pas dire que tout le monde s'en fiche, mais c'est vrai que c'est aussi ce qu'on explique au départ du bouquin, c'est que l'alpinisme pour le coup a vraiment ses lettres de noblesse et que la spéléo qui est un sport extrêmement engagé, finalement voilà, c'est un sport qui reste très discret. Et dernier point en tout cas que moi je voulais aborder, il y a une question qui revenait souvent d'ailleurs quand on a sorti le livre, quand on a été interviewé, on nous demandait beaucoup qu'est-ce qui est devenu ce village. Ça revenait tout le temps parce que finalement, ah oui c'est vrai, il y a eu cette histoire, mais que sont-ils devenus, c'est quoi ce village aujourd'hui? Et là-dessus, avec ce que disait Antonin et à travers Henri et d'autres habitants, ce qui était important pour nous, c'était de recentrer ce village aussi actuellement. C'est-à-dire qu'est-ce que ça voulait dire la ruralité, qu'est-ce que ça voulait dire vivre dans un village comme Bugarache aujourd'hui, en 2020, 2021, 2022, 2023, et avec quelles problématiques. Et en fait, on a eu beaucoup de réponses à nos questions en essayant, on n'est pas sociologue, mais en tout cas d'apporter un éclairage socio-économique sur la situation actuelle. Beaucoup de gens, à un moment, nous disaient mais ici, il n'y a pas de boulot, les jeunes partent. Donc on a aussi creusé tous ces aspects sur le taux de chômage, sur la difficulté. Bugarache, quand les gens nous disaient c'est quoi, c'est encore un village des fous, parce que c'est ce qu'on disait parfois, on leur disait c'est surtout en fait c'est un village comme plein d'autres, mais c'est un village qui est dans un désert médical, il n'y a pas de pharmacie, la classe maternelle, la seule classe unique est menacée tous les ans de fermeture. C'est la mort des petits villages. Oui, le pic attire plein de gens, mais il attire un tourisme plutôt en tout cas parfois ésotérique, mais qui ne s'arrête pas au village. Et le village connaît des difficultés économiques comme plein d'autres villages en France. Et ça, pour nous, c'était important de le souligner. C'était important aussi de le voir avec Henri, qui connaît l'Aude. C'est un des départements dans les classements dans le top 5 des plus pauvres de France. Le chômage est très important pour les jeunes, par exemple. Et c'est des exemples concrets, c'est-à-dire que la jeunesse qui part de ces villages pour du boulot, ça fait qu'en spéléologie, dans les clubs, ils n'arrivent plus à recruter de jeunes. Et ne plus recruter de jeunes, ça veut aussi dire qu'eux sont plus très nombreux pour essayer de continuer des explorations. Donc tout ça a été quand même très très imbriqué. Et puis c'était aussi raconté à travers Henri certaines choses qui pouvaient aussi agiter le coin. Je pense à toute la question aussi à Salsigne, de la montagne noire, de la pollution. Parce qu'on ne voulait pas que centrer sur cette fin du monde un peu drôle. En interrogeant les préfets de l'époque, il y avait aussi les confrontés aussi à d'autres problématiques réelles qui ont marqué, là pour le coup réellement, sanitairement, la vie des gens, qui sont des réels scandales. Donc nous on l'a fait à notre échelle, il y a aussi des journalistes qui ont traité de ça très très bien. Mais en tout cas c'était important de brosser tout un portrait. Je dirais pas de l'Aude parce qu'on n'a pas tout fait, mais en tout cas de la Haute-Vallée, on a essayé de faire au mieux et de rendre compte, encore une fois, et c'était le mot le plus important dans notre livre, c'était la réalité. Après, de toute façon, on va passer aussi aux questions au public après, mais il y a une dernière chose aussi quand même que je voulais évoquer, même si je pense que c'est une question qui vous intéresse aussi, c'est de dire, mais écrire à deux, est-ce que c'est pas trop compliqué ? Et je pense que justement sur ce bouquin, c'était vraiment essentiel d'écrire à deux,
au-delà du fait voilà, qu'on a des caractères différents sur la manière de mener une enquête, mais surtout c'est qu'il faut aussi piger que dans ce livre, en fait, on aborde des choses où on est des fois à la frontière entre qu'est-ce qui appartient du domaine de l'ésotérisme et qu'est-ce qui appartient plutôt du domaine du complotisme. Qu'est-ce qui est du domaine d'une croyance, qu'est-ce qui est du domaine d'une fake news. Voilà. On ne va pas vous cacher qu'il y a quand même eu des moments où avec Romain, on ne s'est pas écharpé, mais il y avait certaines tensions à savoir qu'est-ce qu'on allait écrire et comment on allait l'écrire. Là, clairement, il y a deux choses en fait qui permettaient de résoudre le problème. Le premier, soit c'est de faire une pause, de dire stop, on arrête un moment. Soit le deuxième, et je pense que ça a été la clé, c'est de s'en remettre aux faits. Il faut juste s'en remettre aux faits dans ces cas-là et pas commencer à partir dans des opinions, puisque c'est là justement où en fait on va se planter si on part dans les opinions. Mais je pense que ce qui était intéressant justement d'écrire à deux, c'est qu'on avait besoin en fait de nos deux avis divergents pour arriver sur quelque chose d'équilibré. Parce que si je l'avais écrit moi, je sais que ce serait parti sur une autre direction. Si Romain l'avait écrit lui, ce serait parti dans une autre direction. Et là, au lieu d'avoir deux directions, sans dire que c'est deux directions qui partiraient comme ça, voilà, ça a permis, je pense, de retrouver, ça a permis de trouver un équilibre en fait. Dans la narration, dans ce qu'on disait, et de ce point de vue-là, pour moi, c'était indispensable d'être à deux personnes pour écrire ce bouquin. Au-delà, en plus, après, de qui va gérer quel entretien. Parce que Romain, notamment à travers son métier à 20 minutes, il a été confronté régulièrement à des entretiens, des interviews avec des institutionnels, et c'est quelque chose qu'il maîtrise très bien. Donc voilà, globalement, c'était plutôt lui qui gérait ce type d'entretien, et moi c'était, ça allait être avec d'autres personnes. J'ai plus mené certains entretiens avec notamment des habitants du village, mais voilà, ça dépend aussi de nos sensibilités, quoi. Voilà, globalement, je pense que c'était, je sais pas si on peut rajouter encore d'autres choses là dans les médias, Romain. Non, je pense qu'on a été quand même, voilà, peut-être vous laisser la parole si vous avez des questions, des points sur lesquels vous voulez qu'on discute, qu'on revienne, on est tout à fait disponible. C'est toujours la première question, Ouais, c'est toujours la plus difficile. Personne ne se lancer. Oh, mais j'ai pas besoin du micro. Vous évoquez pas du tout la particularité géologique de Bugarache. Et comme si vous n'aviez pas recherché dans la géologie l'originalité, et peut-être de partir de l'originalité, une partie du fantasme qui s'est fait derrière ça. En fait, c'est d'ailleurs le nom du bouquin, oui, La montagne inversée. On avait compris que les plaques pyrénéennes, en se rencontrant, se sont inversées. C'est pour ça que la partie la plus ancienne se trouve en haut et la partie la plus récente se trouve en bas. On avait contacté justement un professeur de géologie au CNRS de Lyon, Pierre Thomas, qui lui en fait nous disait que c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Enfin, c'est quelque chose de... Oui, c'est un peu rare, mais finalement il y a plein d'autres endroits en France où on l'a. Et quand on lui avait demandé, je me souviens, c'était moi qui étais au téléphone avec lui, limite il s'était foutu de moi quand je lui ai dit mais alors du coup est-ce que ça peut expliquer? Je lui ai dit non, ça peut rien expliquer du tout, voilà, les plis sont inversés, mais de là à commencer à mettre des concepts fumeux sur des histoires fumeuses, lui il a tout de suite nié, voilà. Mais c'est vrai que notamment sur cet aspect là, moi je suis pas du tout scientifique, j'étais très mauvais à l'école en sciences, j'ai fait un bac éco, Romain c'est pareil, tu as fait un bac éco, donc c'est vrai que c'est des aspects après qu'il faut savoir au moins retranscrire, quoi. Donc, de la même manière, Romain, tu m'as dit ça, je crois, avant-hier, par rapport aux habitants de Bugarache, en disant, nous, on est un canal, quoi, finalement. Enfin, on est un relais. Le but, c'est d'essayer de débroussailler, de rendre l'information claire, construite et intelligible. Et voilà, c'était notamment un des aspects là-dessus où nous, on n'avait pas commencé à raconter des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas surtout. Mais donc du coup, oui, on s'est renseigné auprès de sachants, comme les personnes qui... Oui, c'est vrai que c'était un point important, la géologie.
parce que très vite il y a ce nom, ce surnom qui arrive et c'était de la comprendre et de l'expliquer au mieux et en fait oui c'est un des points de départ aussi, c'est-à-dire qu'à partir de, une fois qu'on a dit que la montagne était inversée en disant juste ça, effectivement on peut en faire énormément d'interprétations. D'autres questions? Un peu historique peut-être. Ouais. Vous dites que vous êtes remonté sur la rue en 1980, mais je pense que vos recherches vous ont mené plus loin dans le temps, et avec donc ces particularités sur le secteur. Vous avez eu comme ça des témoignages, enfin des histoires qui remontaient jusqu'à quand? Les cynagries. Pour Bugarache même ou pour le secteur? Ouais, plutôt Bugarache, bien sûr. Ouais, Bugarache, ouais, c'est ça. Il y a eu. On a eu des petites anecdotes glanées à droite à gauche, mais c'était plutôt des. Des croyances, ouais, effectivement. Que déjà, sur le pic, on disait qu'il y avait ce qu'ils appelaient des synagries. Enfin, en tout cas, il y avait des vents, il y avait déjà des histoires, il y avait des esprits. Ça pouvait fasciner, en même temps inquiéter les habitants. Il y avait déjà un folklore. Globalement, on arrive à remonter à une sorte de folklore autour du pic de Bugarache dès le XVIIIe siècle. Et après, c'est vrai que ce qui nous a fait rire, je me souviens, c'est que dans la foulée, c'était toi, Romain, qui avait retrouvé ça. C'était qu'au XVIIIe siècle, le curé de Bugarache s'était plaint d'insultes à sa sœur. Et on s'était dit, c'est marrant, en fait, quand même, ce village, il y a un côté... ce qu'on retient finalement de ce village du XVIIIe siècle, c'est qu'on insulte la sœur du curé et qu'il y a des esprits sur la montagne. On s'est dit, il y a un côté un peu rebelle, anticonformiste. Après, sur les histoires d'habitants, ouais, c'était... il y a un habitant, c'est vrai que c'est pareil, c'était hyper touchant, ça, comme rencontre Jeannot qui nous racontait que lui, un de ses plus vieux souvenirs, il avait 5 ans, c'était en 1937 du coup, ou 1938, et il avait entendu les canons de la guerre civile de l'autre côté de la frontière. Et il avait eu tellement peur, il avait couru dans les jupes de sa mère et il disait, mais non, mais t'inquiète pas, c'est de l'autre côté, quoi. Mais c'est vrai que, moi j'ai encore les frissons à repenser à ça, quoi, à se dire, ouais, le gamin, vraiment, son plus ancien souvenir, c'était ça. Mais après, pareil, ils nous ont raconté, lui, Jeannot, il nous a raconté pendant la Deuxième Guerre mondiale que des maquisards sont venus pour prendre 20 moutons des 120 du troupeau, que son grand frère qui gérait le troupeau a dit, mais non, ça c'est pas possible, tu peux pas en prendre 20. Et le chef a dit, maquisards, chargez vos fusils. Il a dit, j'ai fermé les yeux, et quand je les ai rouverts, on avait 20 bêtes en moins. Voilà, après ça c'est un peu, voilà, ça c'est ce qu'on a trouvé. Ensuite, il n'y a pas vraiment eu il n'y a pas un livre qui retrace Bugarache ou la Haute-Vallée. Enfin, on n'a pas trouvé un livre, oui, qui retracerait Bugarache au 15e, 16e ou 18e siècle. Mais ouais, il y avait eu cette marche. C'est vrai que ça c'était vraiment intéressant, la marche des scientifiques en fait qui racontaient, notamment en fait, c'est de se rendre compte que ce pic de Bugarache, il était cultivé à l'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est juste un sentier de randonnée avec une forêt même assez dense sur un côté. Et en fait, à l'époque, c'était cultivé. Et ce qu'on a compris à travers nos recherches, c'est qu'avec le conflit de 14-18, en fait, tous les paysans ont déguerpi pour aller au front. Et à ce moment-là, en fait, les champs ont cessé d'être cultivés. Donc, ça a repoussé. Et quand ils sont revenus, c'était trop tard, quoi. Donc, notamment parce que les effectifs avaient été décimés, donc manque de main-d'œuvre, et ça fait que ce pic n'est plus cultivé, mais que en fait, il était cultivé à la fin du 19e siècle. Mais oui, pour revenir sur cette. Enfin, là, c'est scientifique, mais cette expédition, encore une fois, on l'avait trouvée ici. C'était tout un rapport d'expédition, et ce qui était fascinant et qui rejoint un petit peu, c'est ils décrivent exactement la sensation qu'ils ont quand ils découvrent le pic. Et quelque chose d'assez grandiose en fait. Enfin, quelque chose qui les impressionne. Ils en ont vu d'autres, mais soudainement ils se disent, quand on arrive devant, c'est éblouissant.
Et après, pardon, je rebondis encore, c'est pareil, c'est avec les personnes qui nous ont raconté, notamment les années 60-70, en fait, ce qui était rigolo, et je pense que c'est aussi ce qui nous a fait aimer ce village, quoi. C'était au fur et à mesure, quand on comprenait en quelle année arrivait l'eau, en quelle année arrivait l'électricité, en fait, on se l'approprie pas, c'est pas la question de s'approprier le village, mais on commence à créer un lien affectif avec ce village, avec ses habitants. Quand on nous parle de tel habitant et puis qu'on va chez un autre endroit, ils disent ah oui, tel habitant, en fait on a l'impression qu'on fait un peu partie de ce village. Et voilà, quand on nous explique que la route a été goudronnée en 1948, je crois, ou 49, ben voilà, c'est aussi de se dire, mais en fait ouais, c'était vraiment le village complètement paumé pendant des années, quoi. Et donc au fur et à mesure, c'est qu'en dressant ce portrait, ouais, c'est un peu comme quand. C'est un peu comme tous les personnages, au fur et à mesure, on crée un lien affectif avec ces personnages, quoi. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que ça a été des fois difficile de se dire bon, est-ce qu'on inclut ce personnage ou pas dans l'histoire, et là, des fois, ça tiraille parce qu'on a envie quand même que la personne finisse dans le livre, quoi. Qu'en plus, c'est des gens réels qui nous ont accordé leur confiance, avec qui on a passé un moment. Enfin voilà, il y a une affection pour toutes ces personnes, quoi. Sociologiquement, la population, vous pensez que les gens que vous avez interviewés, c'est des gens, en grande partie des gens qui étaient déjà là depuis longtemps, ou c'est des néo-ruraux? Est-ce que c'est des gens qui sont dans l'antisystème? Parce que ceux qui parlent le plus, c'est ce qu'on a entendu, c'est ces gens qui parlent de l'ésotérisme. Et vous, ce que vous avez interviewé, c'était quelle proportion? Globalement, on a essayé d'avoir le panel, enfin en tout cas le plus complet, même si on n'a pas du tout cherché à rentrer dans cette démarche, mais en tout cas c'était important d'avoir ce qu'on va appeler les enfants du pays, les gens du cru, les natifs, c'est-à-dire il y a d'ailleurs quelques grandes familles de Bugarache qu'on va retrouver, donc ça c'était pour nous, c'était très important. Après il va y avoir aussi tous les néo-ruraux des années 70, qui représentent quand même plusieurs personnes. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont partis souvent de grandes villes, de Paris parfois, et qui sont installés là, ce que je disais tout à l'heure, un peu par utopie. Certains sont partis et d'autres sont restés et font partie maintenant du village. Après, il y a la dernière, entre guillemets, la dernière génération, c'est ce qu'ils, eux, à Bugarache, appellent les réfugiés du Covid. C'est cette nouvelle génération de gens, de néo-ruraux, qui reparlent de retour à la terre, et qui reviennent vivre avec cette utopie-là. Donc on va dire déjà il y a trois grands groupes entre guillemets. Après après il y a quelques personnes effectivement qui sont portées par l'ésotérisme, en tout cas en tout cas les énergies ou le bien-être, en tout cas dans tout ça. Mais c'est pas du tout la majorité des habitants. Bon, là, par contre les gens qui viennent qui sont attirés par le pic, qui vont venir pour une journée ou une semaine de stage. Oui, là par contre, c'est sûr que il y en a pas mal. Ah, c'est vrai qu'on était, quand on y allait à l'été 2021, on a passé la première semaine au camping de Bugarache. Et c'est vrai que justement, c'était beaucoup des visiteurs qui venaient. Je me rappelle, il y avait un groupe de 5-6 qui faisait des veillées nocturnes pour essayer de regarder les étoiles dans le ciel, à se dire est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'un peu différent. Mais non, c'est vrai que les habitants du village, je pense que c'est des proportions relativement classiques, quoi. Et parmi les nouveaux arrivants, le problème c'est peut-être plus que l'immobilier a un peu augmenté, mais ça je pense que c'est un phénomène national avec le Covid. Eux ils sont contents d'avoir des jeunes qui arrivent pour faire du maraîchage parce que là c'est vraiment terre à terre. Non, globalement, il y a quand même quelque chose qui est assez marquant avec ce village, c'est 15 ou 15 nationalités différentes. Ça c'est quand même étonnant. Dans un village de 200 habitants, il y a un Brésilien, un Finlandais, Suédois, enfin voilà, ça c'est quand même, ça c'est assez marquant. Mais c'est vrai qu'on était allé un vendredi soir, d'ailleurs si vous habitez dans les alentours, on vous recommande de passer un vendredi soir là-bas, notamment pendant l'été où il y a le marché nocturne. Et après la soirée continue au resto Hostal del Pêche, en fait, qui fait un peu durer la soirée. On avait passé une super soirée d'ailleurs nous là-bas. Mais enfin non, la discussion, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans l'ésotérisme ou dans ces croyances, mais en tout cas ça ne ressort pas dans les discussions. Moi je retrouvais, vraiment, ce que je retrouvais dans ce village, c'était ce que je retrouvais dans le village de ma grand-mère, quoi.
globalement, tu vois, avec un peu les mêmes problématiques. Finalement, pendant l'été, qu'est-ce qu'il fait chaud? Bon, il y a des touristes. Évidemment, il y a tous ces passages qui font discuter, mais je crois que globalement, c'est de toute façon, la petite vie communautaire de 200 habitants, comment est-ce qu'on fait vivre ce village, qui finalement, il faut le dire, moi je trouve se sentir quand même vraiment bien, isolé comme il est, d'avoir la vie qu'ils ont, parce que vraiment l'été à Bugarache, c'est vraiment sympa, quoi. Ils arrivent à faire des aménagements, voilà. Globalement, pour essayer de répondre à la question, non, j'ai pas vu une disproportion, ça nous a pas marqué. C'est plus effectivement dans les passages de touristes, mais en tout cas, peut-être on va peut-être plus retrouver ça à Rennes-les-Bains, mais en tout cas plus qu'à Bugarache. Ouais, le château, oui. Vous nous avez expliqué que tout était parti de l'article du journaliste de l'Indépendant en 2010. Je n'ai jamais lu cet article, j'aimerais bien le lire, mais est-ce que vous pouvez développer là-dessus? Ce journaliste, est-ce qu'il verse dans l'ésotérisme? Est-ce qu'il a été génial d'écrire ça? Est-ce qu'il l'a fait sciemment, inconsciemment? Enfin, il n'a pas voulu être cité dans votre livre? Non, vous pouvez le développer, ça? Oui, je vais essayer, et puis Romain, tu t'enrichiras après. Il faut savoir que c'était un moment où il y avait un peu de tension à Bugarache, parce que le maire voulait... il ne voulait pas lui, mais il y avait eu un promoteur qui avait proposé de mettre 10 éoliennes, 6 ou 10 éoliennes. Il y avait un projet de parc éolien au niveau de Bugarache. Donc il y avait une tension autour de ça. Et lui, au départ, quand il appelle le maire de Bugarache fin novembre, c'est pour savoir où ça en est sur les éoliennes. Et en fait, le maire, je ne sais pas si c'est par... comment dire, j'aime pas le mot filou, mais est-ce que c'est qu'il a voulu changer la conversation ou pas? Mais il lui a dit, attends, j'ai aussi une autre histoire quand même à te raconter, mais il y a un de mes concitoyens qui m'a dit que peut-être, il y a une rumeur qui court sur internet que le 21 décembre 2012, d'ailleurs à l'époque il ne disait pas le 21 décembre 2012, il disait le 12 décembre 2012. Le 12 décembre 2012, ce serait l'apocalypse et que Bugarache en serait épargné. Donc il dit, voilà, j'ai peur pour le village, je ne suis pas sûr d'être capable de gérer si des gens viennent, si il y a l'ordre du temple solaire qui vient faire la même chose que ce qui s'est passé en 95, le Vercors, est-ce qu'on pourra gérer ça? Bref. Mais c'est vrai qu'au départ, quand il explique ça au journaliste en question, qui lui, on l'a rencontré, c'est tout ce qu'est un journaliste localier qui essaye de couvrir du mieux possible une région qu'il apprécie, avec sciemment ni par malice ou autre. Non. C'est vrai qu'on a eu pas mal. Ça, c'était un point qu'on devait éclaircir, parce que nous, on nous racontait, on a eu tout. Est-ce que ça partait d'une blague du maire? Est-ce que c'est le maire qui essaie de détourner l'attention? Est-ce que c'est le maire qui veut profiter du moment? Parce qu'à un moment, c'est quand même ce qu'on leur a reproché à eux deux, de dire c'est vous qui avez fait un coup monté. Est-ce que c'est un coup monté? Est-ce que c'est un canular ça les a fait rire? À l'époque, on ne parlait pas de fake news. Donc effectivement, c'était important quand on disait cet article, il est clé, si on revient un peu comme on l'a fait nous dans la démarche. Du coup, il fallait comprendre plusieurs choses. C'est qu'est-ce qu'ils se sont dit au téléphone. C'est-à-dire que quand il écrit l'article, nous on a tout l'article, mais voilà, qu'est-ce qu'ils se sont dit au téléphone. Donc il fallait recouper les deux, ils se connaissaient. Donc il fallait avoir la date, il fallait avoir retrouvé l'heure. C'est très compliqué aussi de travailler sur des souvenirs, parce que ça remonte, les souvenirs parfois on peut se les raconter, se les re-raconter. Donc on est revenu quand même plusieurs fois. Déjà, on voulait savoir qui avait appelé qui en premier. Sur quelle thématique? C'était pas les éoliennes, mais c'était effectivement, il y avait un contexte éolien. Il fallait comprendre leur personnalité aussi derrière. C'est-à-dire qu'il fallait bien comprendre, cerner le maire, et il fallait bien cerner ce journaliste, la relation aussi qu'ils avaient. Pour montrer qu'au final, ce journaliste est extrêmement professionnel. Oui, avec de la malice. Mais pas du tout dans la recherche de ce qu'on pourrait, d'ailleurs c'est pas un mot qu'on utilise et qu'on n'aime pas, mais pas à la recherche du buzz. Il recherche rien, il se dit juste, et c'est là où on en parlait tout à l'heure, c'est toujours de le ramener à la réalité et au terrain,
Et ça, on le connaît aussi un petit peu, mais qu'est-ce qu'être journaliste de presse quotidienne régionale? Et en l'occurrence, lui, dans son cas, c'est être à Limoux ou dans des locales, en tout cas des locales isolés. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous avez 3 pages à remplir par jour. Et c'est un travail titanesque parce qu'il faut courir après tout le département. Lui, ce qu'il voit là-dedans, c'est qu'il connaît ce maire depuis des années, ils se connaissent depuis longtemps, ça on le raconte. Ils s'entendent très bien. Ils ont tous les deux un peu de malice, mais il n'y a pas du tout de coup monté. Et il lui dit juste à la volée, derrière, après un petit coup de fil, il lui dit, au fait, il y a cette histoire qui traîne sur Internet. Et lui, ça le fait rire, effectivement, il regarde. Il l'avoue même, d'ailleurs, il l'avoue. Hein, et pourtant, on l'avoue pas souvent ça dans nos articles, mais il dit l'information, on ne peut pas vérifier l'information. C'est-à-dire qu'il en fait tout un article en disant l'information est difficile à vérifier. Mais il y va quand même, parce qu'il a une page à remplir. C'est les contraintes aussi du métier. Et donc voilà, donc il y a le maire, et nous derrière, ce qu'on voulait aussi pour être sûr et vraiment être baqué, parce que oui, on a vu beaucoup de journalistes, mais on a eu aussi son rédacteur en chef, c'est-à-dire la première personne qui a relu l'article. C'est-à-dire que lui, il l'écrit, il y a un brouillon, il monte la page, il y a une personne derrière qui valide. Parce que personne n'écrit sans validation. Il y a souvent tout un flopé de validation. Avant qu'on ait cet article, c'est que ça a été relu et relu, et on s'est posé des questions. Et donc pareil, lui, il nous dit, c'était en page 16 de l'Indépendant. Ça aurait dû presque y rester en fait. Après, comprendre pourquoi soudainement ça prend, là, c'est là où c'est de la logique du hasard, de l'irrationnel. Les faits divers, pourquoi ça prend à ce moment-là? Lui, par exemple, nous disait en novembre, il se passe pas, souvent, il se passe pas grand-chose en novembre. Voilà, il y a des faits divers qui prennent, il y en a d'autres qui ne prennent pas. Ça, c'est vraiment le lot de... on ne l'expliquait pas dans le journalisme, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, tout ça pour dire que voilà, aujourd'hui, il s'en souvient bien. Je pense qu'avec le maire, ils ne s'attendaient pas à ce que ça fasse un tel effet. En fait, eux, leur point de départ, c'est de se dire on ne comprend pas comment un article en page 16 de l'Indépendant, avec un public de ce qu'ils pensaient, en fait, c'est là où peut-être qu'ils se trompent, parce qu'ils disent les gens qui vont lire cette page, ils connaissent toutes ces histoires. C'est-à-dire qu'ils vont le lire, ils vont dire ah oui, voilà. Par contre, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y a des réseaux sociaux aujourd'hui, et que l'article il va se retrouver sur Twitter par exemple, et que ça va faire c'est plus que l'autre, c'est plus que la Haute-Vallée, et ça se retrouve, et ça, là son article, ce que disait Antonin tout à l'heure, il est complètement sorti du contexte, et là on peut faire dire tout ce qu'on veut, et là c'est l'emballement. Après, il faut aussi dire quand même que pendant l'été 2010, c'est vrai qu'il y a eu une répétition de passages de personnes à Bugarache. Il y a notamment eu un chaman mexicain qui est venu sur le pic de Bugarache. Voilà, donc c'est des choses après au bar dont j'ai parlé tout à l'heure, au petit bar, au comptoir, on en parle. Donc ces choses-là, forcément, elles prennent un peu d'ampleur. C'est aussi pour ça que le maire en parle. Bon, je disais tout à l'heure, il y avait le contexte des éoliennes, mais après c'est quelque chose de réel. Je veux dire qu'il y ait des passages de personnes qui viennent en toche blanche monter, poser des pierres sur le pic, ça existe en fait. Donc forcément, ça interroge. Voilà. Et enfin, pour conclure par rapport à ce que disait Romain sur c'est relu, mais c'est vrai que ça se retrouve en une, il y a juste un encart en fait. Bugarache, je sais plus qui. Bugarache sauvé de la fin du monde. Après, c'est ce que nous a dit le rédacteur en chef ici de l'époque. Il disait qu'il faut comprendre qu'un journal local, ça reste, c'est quelque chose d'artisanal, quoi. Donc, comme toute chose artisanale, il y a aussi, il peut y avoir ces petites erreurs, ces choses mal faites. Après, c'est facile de le lire comme ça avec le recul, parce qu'on a vu toute l'histoire qu'il y a eu derrière. Mais c'est justement ce que je voulais dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est moi je ne vois pas de grosses erreurs et de mauvaises intentions à un moment d'un personnage qui vraiment devient un coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que je pense que pour moi, le coefficient multiplicateur, c'est la vitesse à laquelle vit notre société. Et que forcément, si on ne recontextualise pas et qu'on met très vite le doigt et la main et le bras dans l'engrenage, tout part en fait. Enfin, pour moi, cette histoire de Bugarache, elle montre vraiment les méfaits que peuvent poser la vitesse à laquelle vit notre société.
Oui, c'était un peu savoir au niveau de la commune, des équilibres entre les nouveaux ruraux, les nouveaux habitants, on va dire, et puis par rapport à cet événement, est-ce que par rapport à la stabilité de la commune, qui a le pouvoir au sein de la commune? Est-ce que ce sont les natifs? Est-ce que ce sont les nouveaux ruraux? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications par rapport à ça? Oui, disons que ce qui est très intéressant, c'est quand les néo-ruraux, quand la première vague de néo-ruraux est arrivée dans les années 70, il y a quand même beaucoup de natifs qui se disaient c'est qui ces fils à papa qui arrivent, alors que nous, nos gamins, on leur dit tous de partir pour aller chercher leur bonheur et une certaine richesse matérielle en ville, parce qu'ici, il n'y a rien à faire en fait dans nos villages. Donc forcément, l'arrivée des néo-ruraux dans les années 70, elle n'est pas très bien vue. Et puis petit à petit, en même temps, ceux qui vivent au village, ils se disent bon, on est content d'avoir cette main-d'œuvre disponible. Donc finalement, le lien commence à se faire, mais ils se sont rendus compte que des fois, il y avait des inimitiés avec les enfants, justement, qui eux étaient partis, qui se disaient mais c'est pas possible. Alors eux, ils continuent à avoir nos parents, ils passent du bon temps avec nos parents. Nous, il a fallu qu'on se casse en ville. Enfin voilà, il y a eu des rapports qui étaient assez compliqués, parfois entre néo-ruraux et les habitants on va dire, de toujours. Après, il y a un autre aspect, c'est qu'il y a eu une troupe de 1 à 2 dizaines de personnes dans les années 80 qui a été raflée par un des méfaits du début des années 80, c'est la drogue. Voilà. L'héroïne qui est arrivée dans ce village et qui a fait beaucoup de dégâts. Voilà. Après, le village en fait donc a grandi en termes de population au début des années 70 et puis fin 80, début 90, ça a rediminué. Mais ensuite, donc, il y a eu cette nouvelle vague là, avec les néo-ruraux. En fait, quand les gens arrivent, nous, le ressenti qu'on a eu, c'est que les habitants se disent, après tout, que ce soit des anciens néo-ruraux, que ce soit des gens qui ont toujours vécu, ils se disent, après tout, c'est des gens qui arrivent avec des rêves, avec des envies. Attendons de voir de quoi ils sont capables. Est-ce qu'ils vont se stabiliser? Est-ce qu'ils vont faire vivre le village? Ou est-ce qu'ils viennent pour vivre dans une bulle un peu individualiste? Voilà. Est-ce qu'ils viennent dans une dynamique de faire vivre ce village? Globalement, nous, de ce qu'on a vu, moi j'ai trouvé, sur le marché notamment de Bugarache, c'est intergénérationnel. Il y a des natifs, il y a des néo-ruraux des années 70, il y a des gens qui sont arrivés par le boulot dans la zone, années 80-90. Moi, je trouve que globalement, la mayonnaise, elle a quand même vraiment bien pris. Il y a un autre aspect, oui, dans les années 80, justement, avec la première vague de néo-ruraux, c'est que c'est eux, en fait, qui se sont battus pour faire maintenir, justement, la maternelle dont parlait Romain. La classe de maternelle, si elle n'a jamais disparu, c'est aussi parce qu'il y a tous ces néo-ruraux qui sont arrivés dans les années 70. Et voilà, et ils avaient leurs gosses. Et puis, ils ont créé une association aussi pour créer des événements culturels. Voilà, après, c'est sûr qu'on voit qu'il y a quand même, c'est ce qu'il nous expliquait, on voyait qu'il y avait l'association un peu des enfants de Bugarache, avec le bal du 14 juillet et du 15 août, et puis il y avait les néo-ruraux qui, eux, étaient plus pour faire des soirées théâtre et Janis Joplin. Bon, c'est deux aspects différents, mais en soi, voilà, après, c'est aussi la richesse de ce village d'avoir deux types de caractères, quoi. Et juste petite précision, il ne faut pas oublier quand même que le maire de Bugarache, qui est là depuis bientôt 50 ans, lui n'est pas du cru. Enfin, il est de Bondy en Seine-Saint-Denis, donc il fait partie des premiers justement qui sont arrivés. Il le raconte, il est arrivé avec un van, la fleur au fusil, il était pas graphiste, enfin en tout cas lui est un des premiers dessinateurs industriels. Donc il est pas du tout, je veux dire, il appartient pas à ce monde-là. Il appartient pas à ce monde-là. À la mairie, il y a un natif, il finira par gagner les élections. Donc oui, ça restera quand même, marqué. Mais globalement, l'ambiance depuis toujours a été, oui, on est une terre d'accueil. Oui, on peut essayer de vivre un peu des rêves ou imaginer un peu une autre société. Et puis on le voit aujourd'hui. Même aujourd'hui, voilà, ils regardent ça en se disant c'est toujours un petit peu la même chose. Et on le voit d'ailleurs sur
des populations sur des néo-ruraux qui arrivent, télétravaillent, font un peu de maraîchage. Ils se rendent bien compte aussi que c'est encore plutôt des gens privilégiés, c'est plutôt bourgeois aussi. Donc voilà, donc ils sont pas dans le jugement, ils attendent un peu de voir. Et si ça peut, de toute façon, on est quand même un village qui a tendance à se mourir. Donc il y a d'ailleurs, la population augmente, donc eux, ça reste quand même dans leur avantage. Après, ils attendent voir ce que les gens viennent. Ils n'aiment pas quand les gens non plus arrivent avec leurs gros sabots en disant faudrait que tu fasses comme ça, surtout en termes d'agriculture en tout cas. Mais voilà les rapports de force. S'il n'y a pas d'autres questions, Romain et Antonin, pour cette conférence à 2 voix. Nous vous invitons à prolonger ce moment autour d'un verre servi dans le hall. Il y a aussi la présence de la librairie Mots et compagnie, si vous souhaitez acheter l'ouvrage, que peut-être on pourra même vous dédicacer. Voilà, merci beaucoup. Eh ben, vraiment un grand merci, c'était passionnant. Encore merci aux archives et voilà, vos questions et votre écoute.